Personnellement, la maternité m'a fait basculer dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Je suis passée de CDI dans de grandes agences de communication à créatrice de ma propre entreprise porteuse de sens. Et peut-être que comme je l'ai fait, vous souhaitez vous aussi changer de voie professionnelle. C'est pour cette raison que je suis ravie de vous présenter Chance, qui sponsorise le podcast ce mois-ci. Chance, c'est un parcours de coaching 100% digital en 3 mois pour choisir la voie professionnelle qui vous ressemble. Vous alternez entre des modules d'auto-coaching et des sessions de vidéo-coaching avec un coach professionnel certifié, choisi sur mesure, rien que pour vous. L'énorme avantage est que la plateforme s'attache à respecter votre équilibre vie pro-vie perso en s'adaptant à votre rythme et en vous aidant à faire les meilleurs choix selon vos compétences. Que vous soyez diplômé ou non, dans des postes à responsabilité ou non, Chance s'adresse à tout le monde et est 100% finançable avec votre compte personnel de formation, le CPF. Plus d'excuses, toutes les conditions sont réunies pour passer à l'action. Rendez-vous dès maintenant sur le site chance.co pour faire le point avec un conseiller sur votre situation et avoir enfin une vie pro plus alignée avec vos aspirations profondes. Bonjour et bienvenue sur l'Aléa, le podcast pour maximiser le potentiel de votre vie. Artiste, entrepreneur, aventurier, sportif, thérapeute, coach, chaque semaine vous trouverez les parcours, les témoignages ou les conseils de personnes inspirantes aux profils et expériences variés. Ma mission ? Vous guider dans vos cheminements, votre épanouissement et la poursuite de vos rêves, quels que soient les aléas que vous pourrez rencontrer. Je suis Laura Pouliken et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, j'ai l'immense honneur d'accueillir Natacha Calestrémé, journaliste spécialisée santé, réalisatrice et écrivaine. Natacha Calestrémé a récemment écrit le livre « Trouver ma place, 22 protocoles pour accéder au bonheur » dans lequel elle propose d'identifier précisément les liens entre ce qui nous freine et nos épreuves personnelles ou héritées de notre famille. Mais que veut dire réellement trouver sa place et comment réaliser que l'on n'est pas à notre place ? Comment retrouver de l'énergie lorsque l'on rencontre un événement difficile ? Comment trouver un lien entre nos ressentis et un événement traumatisant de notre passé, conscient ou inconscient, qui nous aurait déstabilisés. Durant 1 heure, on creuse ensemble des sujets qui me passionnent autant qu'ils m'intriguent, avec un seul objectif, nous libérer de nos blessures et atteindre le bonheur. Un épisode passionnant sur un thème incontournable. Je vous invite d'ailleurs vivement à vous procurer ces livres si vous souhaitez, comme des dizaines de milliers de personnes avant vous, retrouver votre énergie après les épreuves de la vie, vous reconstruire, vous transformer, ou tout simplement trouver votre place. Bonjour Natacha. Bonjour Laura, ravie d'être avec vous. Ravie de même, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Ma première question, elle est très simple. Est-ce que vous pouvez vous présenter à mon micro et me raconter votre parcours jusqu'au sujet finalement qui va nous intéresser aujourd'hui, qui va être la libération émotionnelle pour un mieux-être? Avec grand plaisir. Moi au départ, je suis journaliste scientifique spécialisée santé et environnement et j'ai réalisé 31 films pour la télévision. J'écris des articles depuis très longtemps pour tout un tas de magazines et je m'intéresse à ces sujets, voilà, de la santé, de l'environnement. Et puis à un moment de ma vie, j'ai, en 2011 pour être précise, eu un certain nombre d'épreuves qui ont commencé sur le plan professionnel où j'ai perdu mon emploi. Ça a duré longtemps, je me suis retrouvée au chômage, puis à zéro, donc c'était vraiment la honte, je l'ai très très mal vécu. Et ces épreuves ont duré en fait 4 ans, durant laquelle j'ai eu des problèmes familiaux. Je pleurais tous les jours. J'ai perdu ma petite sœur, j'ai perdu ma meilleure amie, des suites de harcèlement conjugal. Et puis, au final, je me suis retrouvée donc au bout de 4 ans avec une double hernie discale. Donc même sur le plan de la santé, voilà, il n'y a pas un domaine de ma vie finalement qui allait bien. Et j'ai essayé des pratiques conventionnelles, médecin, psy. Et heureusement pour moi, les choses se sont atténuées, mais pas vraiment. Ce qui fait qu'il a fallu que je cherche d'autres
d'autres techniques. Et je me suis souvenu que j'avais interviewé pour la télévision, mais aussi pour le magazine Géo, des chamans, des guérisseurs, des énergéticiens, des médiums aussi, et qu'ils avaient partagé avec moi leurs techniques pour se relever des suites d'une épreuve, de la maladie, parfois après avoir côtoyé la mort. J'ai voulu essayer sans trop y croire, assez dubitative, je dirais. Et la chose étonnante, c'est que ça a très très bien marché. C'est-à-dire que je me suis libérée de ma double hernie discale en 1 mois et demi sans être opérée. Et tout est redevenu parfait, je dirais même mieux qu'avant au bout d'1 an. Et mon mari, Stéphane Alix, m'a dit « Partage ton expérience dans un livre. Je t'ai tellement vu pleurer et pas être bien et maintenant tellement différente qu'il faut que tu partages. » Sauf que je ne me suis pas trouvée légitime. Je me disais « Mais je ne peux pas faire reposer un livre uniquement sur ma pratique. » Et étrangement, la vie, mon entourage m'a sollicité pour tout un tas de problèmes, d'épreuves ou de santé. Et je leur ai partagé à mon tour ces rituels qui avaient changé ma vie. Et ça marchait pour eux aussi. Et ça m'a convaincue de proposer des ateliers, ce que j'ai fait pendant 3 ans, de 2016 à 2019. En fait, de 2011, tout va mal. 2015, je mets en pratique, fin 2015, je mets en pratique les techniques. Fin 2016, tout va bien. Donc de 2016 à 2019, je vais proposer des ateliers aux personnes, aux kidam, pour se former à ces techniques chamaniques, énergétiques. Et à ma grande surprise, le corps médical vient se former. J'ai des médecins qui viennent, j'ai des psychothérapeutes, j'ai des psychiatres. Je suis extrêmement surprise. Et là, je me dis, je ne peux plus garder ça pour moi, ou simplement à travers les ateliers, il faut que je partage ça dans un livre. Et donc c'est ainsi que j'ai écrit La clé de votre énergie, qui est sorti tout début 2020. Et la chance que j'ai eue, quelque part, c'est que quelques semaines plus tard, il y a eu le confinement. Là, c'est horrible. Les gens se rendent compte qu'ils vont mal. Ils cherchent des outils, et des outils à mettre en pratique de manière autonome, parce que on ne peut pas sortir, on ne peut pas voir les gens. Et c'est comme ça que ce livre va connaître le succès. Et vous écrivez un autre livre, donc justement, qui sont « Trouver ma place, 22 protocoles pour accéder au bonheur », qui est sur ma liste, que je n'ai pas encore eu l'opportunité de me fournir ici à Dubaï. Mais ce terme de trouver sa place, il est très fort et c'est une quête finalement pour beaucoup. À quel moment, vous avez réalisé que l'enjeu de trouver sa place était si important ? Alors, je vous remercie pour cette question parce que, en fait, quand j'écris La clé de votre énergie, c'est parce que quand on vit une épreuve, on perd de l'énergie. Bon, sauf que je me suis rendu compte après l'avoir écrit qu'il y avait beaucoup de personnes pour qui ça allait à peu près bien. Dans la santé, ça va, le boulot, ça va, le couple, ça va, mais finalement, à l'intérieur de soi, il y a énormément de gens qui se sentaient frustrés et donc pas heureux en disant « mais j'ai pas la place dont je rêve. Dans mon couple, je suis invisible ou en tout cas je suis pas visible comme j'aimerais. Dans mon boulot, ça explose pas comme je le mérite. Dans ma famille, on fait pas vraiment attention à moi. Dans mes sœurs, je suis soit la préférée ou moins visible que les autres, ça me va pas. Sur les amis, c'est pareil. Sur ma place au niveau, situation, mon chez-moi, je me sens pas bien chez moi. Bref, il y a tout un tas et même sur le plan pécuniaire, au niveau de l'argent, j'ai toujours peur de manquer d'argent. Voilà. Ou dans la société, je me sens pas à ma place. Bon. Et donc finalement, la question de la place, elle est prépondérante, elle est presque plus large que la question de l'énergie. C'est-à-dire que on a tous un problème de place. Et chez moi, ça a commencé très tôt parce que j'ai une sœur jumelle. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai rencontré dans le cadre de ma promotion des stars, des people qui sur le papier ont tout. L'argent, le professionnel, un boulot formidable, une femme ou un homme génial, mais qui au fond d'eux
on sent bien qu'il y a quelque chose, une quête de quelque chose qui n'est pas atteint, et c'est parfois le regard d'un père qui n'a pas été là pendant l'enfance, ou une mère qui a été peut-être trop présente ou qui nous s'est mise à se confier à nous et à finalement nous sortir de notre place d'enfant, et en nous mettant à la place du confident, ce n'était pas notre place, et il y a un mal-être. Donc, j'ai eu à cœur d'écrire Trouver ma place pour justement proposer 7 domaines, 7 grands domaines, le travail, l'amour, l'argent, la santé, notre chez-soi, le couple, et sur le plan émotionnel, j'ai peur, j'ai des colères, je veux sortir de ma tristesse. Voilà, ces 7 thèmes, c'est pour apporter des solutions, toujours avec ces 22 protocoles, mais en guidant le lecteur vers ce qu'il doit chercher, puisque vous avez parlé en préambule de ces héritages émotionnels, et c'est là où tout mon travail repose dessus. C'est ça que je vais proposer, c'est où chercher dans notre famille, auprès de qui chercher auprès de notre famille, les personnes qui ont vécu des épreuves et qui se répliquent chez nous. Exactement. Et qu'est-ce que ça veut dire finalement aussi? Donc là, j'ai un peu 2 questions en une, mais qu'est-ce que ça veut dire déjà trouver sa place? Et ensuite, comment en fait finalement réaliser le moment où il faut agir pour trouver sa place? Qu'est-ce qui doit nous mettre finalement la puce à l'oreille qui nous montre qu'on n'est pas à notre place? Alors j'ai envie de dire, n'attendez pas, ne faites pas comme moi et n'attendez pas d'être au bout du rouleau, au bord de la dépression pour agir. Donc, dès que vous vivez quelque chose, que ce soit sur n'importe quel domaine, financier, professionnel, couple, famille, qui vous perturbe, déstabilise, gêne, frustre, eh bien, c'est une occasion de chercher une solution qui va vous permettre d'être à nouveau à votre place. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Imaginons que on ait un travail qui ne nous rapporte pas financièrement comme on le souhaiterait. Et qu'on se dit, mais je comprends pas, j'ai fait tout ce qu'il faut, je me suis formée, j'ai des diplômes, j'ai l'environnement professionnel pour réussir, mais je gagne pas bien ma vie. Eh bien, on va aller chercher dans notre famille qui, par exemple, a été pauvre, qui a été, à qui on a enlevé, par exemple, un héritage. Pourquoi ? Avant d'en venir à d'autres exemples, je vais expliquer ces héritages transgénérationnels, si vous êtes d'accord, Laura. Bien sûr. C'est que, en fait, ce que la science a montré, l'épigénétique, c'est que quand quelqu'un vit une épreuve, cela transforme l'expression de ses gènes. Et toute la descendance de cet homme, sans avoir vécu la même épreuve, a elle aussi une modification de l'expression de ses gènes. Donc, et ça, les psys appellent ça la mémoire transgénérationnelle. C'est-à-dire que si dans notre famille, une personne, tout le monde a vécu des épreuves, bon ça, on est d'accord, nous aussi. Bon, à partir du moment où quelqu'un vit une épreuve qui n'est pas digérée, il est possible que nous héritions de ce fardeau émotionnel qui ne nous appartient pas. C'est très étrange, c'est prouvé par l'épigénétique, c'est nommé la mémoire transgénérationnelle par les psychothérapeutes, et en tout cas, c'est l'enfant qui est le plus à même de venir à bout de cette blessure qui en hérite. On ne va pas tous hériter des mêmes blessures. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez des frères et sœurs, ou ceux qui nous écoutent, mais en tout cas, on voit bien quand on a dans la fratrie, finalement, que tout le monde n'a pas les mêmes casseroles. Oh ben toi, t'es comme maman, t'arrives pas à trouver l'amour. Et toi, t'es comme papa, tu fais pas le boulot que tu aimerais. Voilà, on est d'accord là-dessus. Bon. Exactement. Donc, du coup, voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'on va potentiellement hériter d'un fardeau émotionnel qui ne nous appartient pas, mais si on en a hérité, c'est qu'on peut en venir à bout. Et comment on en vient à bout ?
justement avec le protocole 6+, qui est un rituel chamanique que j'ai transformé en protocole, que j'ai mis au goût du jour. Ce sont des rituels qui existent depuis la nuit des temps. Moi, je n'ai rien inventé. Je les ai simplement mis au goût du jour pour qu'on puisse les utiliser. Et c'est ça qui a changé ma vie. Donc, pour revenir à nos exemples, eh bien, si effectivement, dans notre famille, des personnes ont connu la pauvreté, ou ont toujours n'ont pas mangé à leur faim, ou imaginons un grand-père qui est parti à la guerre et qui a peut-être été emprisonné sous les Allemands et donc on a bien vu combien ils étaient maigres et combien ils ont manqué de repas. Ils n'ont jamais connu l'abondance d'un bon repas, l'abondance de l'argent, en tout cas pendant qu'ils étaient enfermés. Et du coup, ça a marqué de manière monstrueuse l'expression de leur gène. Et nous, on a toujours peur de manquer. Ah, voilà. Alors que peut-être notre mari vit très très bien sa situation, peut-être qu'on a un métier, voilà, et on se dit mais je comprends pas, j'ai toujours peur de manquer, ou peut-être je comprends pas, j'ai toujours envie de manger. Eh ben ça a un lien. Donc qu'est-ce qu'on va faire si on n'a pas connu le grand-père? Il nous a pas pris d'énergie parce qu'en fait j'explique dans mes livres que dans la clé de votre énergie comme dans Trouver ma place, que finalement, à partir du moment où une personne nous fait souffrir, elle nous prend de l'énergie. Il y a vol d'énergie. Bon, je ne sais pas si vous voudrez qu'on aborde cette question, mais peu importe. En tout cas, si. Bon, ok. Donc du coup, oui. le grand-père, si on ne l'a pas connu, eh bien, il n'y a aucune chance qu'il nous ait pris de l'énergie. Par contre, on a hérité d'un fardeau émotionnel qui lui appartient et qui ne nous appartient pas. On va donc faire simplement le protocole 7, qui est cette libération émotionnelle avec ce grand-père en disant « Papy, tu as vécu pendant la guerre les privations, tu as manqué d'argent et tu as manqué d'amour et peut-être que tu as vécu la blessure d'abandon et peut-être que tu manquais cruellement de tout. Et moi, dans ma vie aujourd'hui, je me sens abandonnée de tous, parce que peut-être je suis loin de tout le monde ou peut-être, je viens de quitter mon amoureux et du coup je me sens abandonnée. Et je ne vis pas dans l'abondance, j'ai toujours peur de manquer. Cette épreuve n'est pas la mienne. Ton épreuve n'est pas la mienne, je m'en libère comme je t'en libère, en faisant le protocole en entier comme je l'explique dans le livre. Je peux donner un autre exemple. Imaginons qu'on ait du mal à trouver un amoureux ou une amoureuse. Si notre mère, il faut se poser la question, est-ce que notre mère était heureuse en amour ? Est-ce que peut-être qu'elle n'était pas heureuse en amour parce que notre père l'a trompée ? Bon, on va faire un protocole 6+ avec notre maman. 6+ parce qu'il y a le fardeau émotionnel, mais il y a aussi la prise d'énergie. Nos parents, ils nous ont pris l'énergie, ça c'est mathématique. Bon, parce que dès qu'on souffre, on prend de l'énergie à nos enfants. Notre père, peut-être que lui aussi, s'il a trompé notre mère, c'est qu'il n'était pas heureux en amour, ou peut-être qu'il a été forcé de se marier parce que notre mère était enceinte. Oui. Et donc, il n'était pas totalement amoureux. On va faire un protocole 6+ avec le père en disant « Papa, je pense que tu n'étais pas complètement amoureux de maman ou que tu l'as plus été puisque tu es allé voir ailleurs. Et moi, de mon côté, je tombe que sur des hommes indisponibles. C'est terminé, ce n'est pas mon épreuve, je m'en libère comme je t'en libère. » Et même chose, la grand-mère qui a eu son mari qui est parti à la guerre. Peut-être qu'elle était folle amoureuse de cet homme, mais peut-être qu'il est mort à la guerre. Et qu'à l'intérieur d'elle, elle s'est dit, totalement inconsciemment, l'amour, le vrai, est impossible. Et nous, on ne trouve pas l'amour, le vrai. Voilà. Et donc, on va faire un protocole de libération émotionnelle avec cette grand-mère. Si on l'a connue et qu'elle nous a pris l'énergie, c'est le protocole 6+. Si on ne l'a pas connue ou qu'on l'a connue mais qu'elle n'était que bienveillance, là, il n'y a que le fardeau émotionnel et c'est le protocole 7. Je ne sais pas si c'est assez clair par rapport au protocole, si j'embrouille pas trop les gens. Si. De toute façon, on reviendra aussi un petit peu plus tard dans l'interview sur ces protocoles. Et j'avais aussi une question. Je sais que, en plus, vous êtes de carrière journaliste scientifique, vous avez un côté très rationnel, mais est-ce que on est capable aujourd'hui d'expliquer comment finalement cette transmission transgénérationnelle se met en place concrètement? Elle est prouvée par la science, l'épigénétique, mais on ne l'explique pas. La chose la plus troublante, c'est qu'une personne adoptée, qui n'est même pas donc du sang de la personne, eh bien, elle va avoir aussi une modification de l'expression de ses gènes. C'est pas incroyable ?
Mon explication, c'est que on appartient à une même famille d'âmes. Et que, quelque part, alors c'est mon explication, c'est une hypothèse, je ne peux pas la prouver, je ne détiens pas la vérité, chacun se fera son avis. Je pense que quand on s'incarne dans cette vie, juste avant voilà, notre âme, si on croit à la survie de la conscience, ce qui est mon cas, et comme la moitié de la population mondiale quand même croit à la survie de la conscience, eh bien, je pense que juste avant de s'incarner, notre âme choisit un certain nombre de blessures en disant dans cette vie, je suis costaud, je vais prendre plusieurs blessures, allez, l'injustice, l'abandon, la colère. Et je vais attirer à moi, ça c'est Carl Gustav Jung qui l'explique, et qui dit que tant qu'on n'a pas compris le message d'une épreuve, elle se réplique. Donc, eh bien, si on n'a pas compris le message d'une épreuve, et nos parents, nos grands-parents, ils n'avaient aucun outil pour comprendre le message de leurs épreuves, eh bien, elle se reproduit. Elle se reproduit tout au long de notre propre vie, mais aussi auprès de notre descendance. Puisque, donc, du coup, avec ce certain nombre de blessures que l'on a choisies, entre guillemets, eh bien, on va attirer à nous des personnes et des situations tout au long de notre vie pour nous aider à nous en libérer. Notre âme espère qu'à la fin de cette incarnation, nous arriverons à nous libérer de ces blessures. Et les premières personnes qu'on va attirer à soi, eh bien, ce sont nos parents. Et donc, c'est pour ça que quand on vit de l'injustice, quel que soit le domaine, on vit une trahison, on vit un rejet, on vit de la tristesse ou de la peur, eh bien, il faut chercher auprès de notre famille qui a vécu ces émotions douloureuses pour s'en libérer. Vous dites aussi que lorsqu'on vit une douleur, un choc, un événement difficile, cela agit sur notre physique avec le développement de douleurs ou de maladies et on perd de l'énergie vitale, que c'est notre pouvoir de faire des resets énergétiques. Est-ce que vous pouvez m'en parler et quel est le message finalement que nous envoie l'univers avec ces douleurs physiques? Moi, ça me touche particulièrement ce sujet parce que j'ai été sujette pendant 1 an justement quand je suis arrivée à Dubaï aux fortes douleurs physiques et j'ai dû travailler sur mon passé, même sur mes vies antérieures pour comprendre d'où venait l'origine de ces douleurs. Il se trouve que j'avais perdu un enfant et que c'est au moment où est née ma fille. Donc c'est un truc qui me touche particulièrement. Et voilà, si vous aviez peut-être quelque chose à dire sur le fait de notre pouvoir de faire des resets énergétiques. Déjà, je me permets un petit commentaire pour les personnes qui se diraient il va falloir peut-être que je cherche dans mes vies antérieures l'origine. Je dirais que de mon point de vue, travailler sur nos parents et notre lignée suffit amplement. Peut-être tout simplement, Laura, que, et vous le savez peut-être pas, votre mère, voire votre grand-mère a vécu des fausses couches, interruption de grossesse ou mort d'enfant, et que ça peut suffire simplement ce lien, et vous vous en êtes libéré, et c'est très bien, et je suis ravie pour vous. Mais ce que je veux dire, c'est que pour les personnes qui, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher dans les vies antérieures. Simplement le travail avec les lignées peut suffire complètement. Alors, pour répondre à votre question, j'invite les auditeurs à songer à une épreuve majeure, l'annonce d'un deuil, je ne sais pas, peut-être un déménagement quand on était tout petit, un accident, quelque chose qui a été assez difficile, un gros échec. Et là, les psychiatres expliquent que face à cette épreuve, nous vivons 3 états différents. Le premier état est la sidération. Ça peut être juste, par exemple, un père très autoritaire qui nous donne une gifle qu'on n'a pas vu venir, on est tout petit. Parce que c'est pas notre faute, c'est notre frère qui nous a poussés. J'en sais rien, je dis n'importe quoi. Donc, on se reçoit cette gifle, c'est pas un drame en soi. Et pourtant, ce que je vais décrire juste après se déroule de la même façon que si c'était un accident de voiture ou autre chose, parce que quand on est petit, 0 à 9 ans, on n'est pas outillé pour faire face à l'adversité. Donc, première étape, sidération. On est comme pétrifié.
Deuxième étape, dissociation. On regarde la situation comme si on était à l'extérieur de soi-même, comme si on regardait un film. Troisième étape, fuite mentale. On est incapable de penser, de parler normalement. Notre père, pour reprendre l'exemple, peut-être nous dit « alors réponds, pourquoi t'es tombé, pourquoi t'as fait tomber le sirop sur le tapis blanc ?» Et nous, on répond pas. C'est pas parce qu'on veut pas répondre. C'est parce qu'on ne peut pas. On est en état de fuite mentale. Et quand les psychiatres parlent de fuite mentale, les énergéticiens parlent de perte d'âme. Fuite mentale, perte d'âme, j'y ai vu un lien. L'âme, qu'est-ce que c'est finalement? C'est le support de notre confiance en soi, de notre estime de soi, le siège de notre énergie vitale et le support de notre pensée. Et cet événement vient de nous enlever de notre confiance, de notre estime, de notre énergie vitale et notre système de pensée. Donc du coup, on peut dire que l'énergie, que quand on vit une épreuve, on est en état de fuite mentale. Et en fait, notre corps cherche à nous protéger quoi qu'il arrive. Si par exemple, je me coupe très très durement, un gros accident, eh bien, mon corps va diffuser des endorphines à l'intérieur pour éviter que mon cœur ne lâche, quelques secondes pour m'habituer à la douleur. Face à l'adversité, à une épreuve, à une violence, à n'importe quoi qui nous déstabilise durement, notre corps nous protège aussi en faisant échapper cette fuite mentale, cette perte d'âme, cette énergie hors de nous, pour nous éviter de devenir fous de douleur. Parce qu'en fait, notre corps, il est essentiellement constitué d'énergie. En cela, j'ai interviewé un docteur en physique, en biologie et un anthropologue qui s'appelle Philippe Bobola et qui m'a expliqué que notre corps est constitué de milliards de molécules, que les molécules, c'est plusieurs atomes, qu'un atome, c'est quoi? 0,001% de matière, le noyau, et 99,99% de vide. Sauf que grâce à la physique, on sait que ce n'est pas du vide, mais de l'énergie et de l'information. L'énergie qui pousse le nuage électronique, les électrons à tourner, et l'information qui le fait aller dans un sens. Donc notre corps est presque 100 fois plus, 99,99, 100 fois plus rempli d'énergie et d'information que de matière. Et une épreuve, Laura, c'est quoi? C'est tout simplement une information douloureuse que l'on reçoit pleine poire, avec un maximum d'énergie. Et c'est pour ça que ça nous touche. Et c'est pour ça qu'il y a une partie qui s'échappe. Et les énergéticiens parlent du fait que cette énergie, elle s'échappe en haut, au-dessus de notre tête. Et comment on sait qu'on a perdu de l'énergie? Si on ne sait plus prendre des décisions, ou qu'on est vidé, qu'on se dit « je suis perdu face à telle situation », on a perdu de l'énergie. Et donc, ce reset énergétique dont vous parliez tout à l'heure, eh bien, c'est ce qui permet de récupérer notre énergie. C'est un rituel chamanique qui permet de récupérer l'énergie que l'on n'a pas perdue. Dans le livre, c'est le protocole 5. Il permet de récupérer notre énergie. Et la chose troublante, et j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, c'est que à partir du moment où cet événement est lié à une personne et que les problèmes se répètent, l'énergie qui s'échappe hors de nous, elle est aspirée, elle est récupérée par l'autre. Alors, ça paraît complètement farfelu, je suis d'accord. Et pourtant, les psychiatres parlent de vampirisation inconsciente. C'est-à-dire que j'ai envie de dire que peu importe l'explication, l'important est de savoir si elle permet, peu importe l'hypothèse, l'important est de savoir si elle permet d'expliquer tout un tas de choses que la science n'explique pas normalement. Je donne un exemple. Dans le cas de relations difficiles, toxiques, violentes,
déstabilisante. Les personnes, les victimes, disent je n'arrive pas à partir, si je pars, j'ai envie de revenir, et j'en ai marre parce que je retombe toujours sur les mêmes personnes, toxiques, voilà. Et la science est incapable d'expliquer ça. On a parlé d'habituation à la douleur, on a parlé de personnes qui étaient masochistes, on a parlé de personnes faibles. Or, c'est absolument le contraire. Moi, j'ai interviewé plus d'une millier de personnes. Ces personnes sont tous sauf faibles. Elles savent ce qu'elles veulent. Mais par contre, par rapport à certaines personnes, elles ne savent pas dire non. Pourquoi ? Eh bien, imaginons que imaginons qu'une personne me déstabilise à répétition et que je l'appelle Pierre. Bon. Et ce Pierre me déstabilise à répétition, il me prend d'énergie, il me vide de mon énergie, il me déstabilise d'ailleurs peut-être à coup de silence. Je vais prendre cet exemple parce que souvent on dit oui, la violence, etc. Mais un silence n'est pas violent et pourtant ça déstabilise. Si par exemple je dis quand est-ce que tu rentres ? Je sais pas. Bon. Quand est-ce qu'on se voit ? Je sais pas. Et puis on décide de finalement partir avec des copines. Et puis ce week-end-là, il dit mais moi je suis là et puis quand je peux te voir, finalement tu t'es pas là. Bon, on est déstabilisé, d'accord ? Il y a vol d'énergie. Je suis perdu face à son attitude. Il y a vol d'énergie. Bon. Et le plus troublant, c'est que l'énergie que j'ai perdue, elle est donc il y a une partie qui est dans le corps de l'autre. Bon. Si je me rends compte que Pierre, en fait, il me fait tourner en bourrique et que je suis en train de m'épuiser et que je décide de partir. Bon. Eh bien, peut-être que quand je vais partir, je vais me dire non, mais il me manque. Je pense à lui tous les jours. En fait, non. Je pense à la partie qui m'appartient, à l'énergie qui m'appartient et qui est dans le corps de l'autre. Et ce manque, c'est le manque de mon énergie, parce qu'on ne peut pas s'abandonner soi-même. Et ça devient « j'aime Pierre, je l'aime à la folie, je pense et je rêve à lui tous les jours ». Non, je me relie à ma partie manquante. Et donc en faisant le protocole 6, qui est toujours aussi un recouvrement d'âme, mais qui permet de récupérer l'énergie que l'autre m'a volée et de faire en sorte que lui aussi récupère l'énergie que d'autres personnes lui ont volée, il y a un vrai équilibre, eh bien, on va récupérer notre énergie, on redevient entier. Non seulement je ne vais pas revenir auprès de lui, non seulement je vais arrêter de penser à lui, mais en plus je ne vais pas retomber sur d'autres personnes. Parce que pourquoi on tombe sur d'autres personnes qui nous malmènent ? C'est parce que du coup, il y a ce vide en nous qui nous rend décelables par les personnes qui sont toxiques et qui savent qu'elles vont pouvoir rentrer à l'intérieur de nous pour pouvoir nous manipuler. Donc voilà, ça permet, ce reset énergétique, de retrouver notre entièreté. Et quand on est entier, on peut dire stop, tout simplement. Et j'avais une autre question aussi, parce qu'il peut être difficile de trouver un lien en ce qu'on ressent en fait finalement actuellement et un événement conscient ou inconscient qui s'est passé dans notre vie, donc soit dans notre passé, soit dans notre vie actuelle. Est-ce que vous avez des conseils pour comprendre finalement, pour aller finalement explorer cet événement qui pourrait nous déstabiliser aujourd'hui ? Est-ce que vous pouvez me donner un exemple ? Parce que ça peut être, par exemple, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui sont extrêmement en colère d'être sous contrainte. Oui, c'est peut-être, par exemple, une grande peur au travail ou un gros syndrome de l'imposteur. J'y pense parce que voilà, ceux qui m'écoutent, ils ont aussi, il y a beaucoup de problématiques liées au travail. Une grande peur, un gros syndrome de l'imposteur. Je sais pas finalement d'où ça vient. Je sais pas si c'est lié à un événement conscient ou inconscient à explorer dans mon passé. Comment finalement trouver ce lien pour pouvoir travailler dessus ? Alors, c'est une excellente question. On va d'abord chercher dans notre enfance, de 0 à 9 ans, s'il y aurait eu un événement qui nous aurait culpabilisés. C'est-à-dire que à partir du moment où on culpabilise d'un événement, on ne se sent pas légitime et on appuie nous-mêmes sur la pédale de frein, ce qu'on appelle un auto-blocage ou une croyance limitante. Je reprends l'exemple du père qui nous a très autoritaire et qui nous a dit qu'à un moment donné, on était un peu moins que rien parce qu'on avait fait tomber à l'âge de 3 ans le sirop Tesser sur le tapis blanc. Bon, le sirop de grenadine, sinon c'est pas drôle, sur le tapis.
Donc, on voit bien que l'événement, il est tout sauf majeur. Et pourtant, on s'est senti nul, archi nul. Et depuis, on se dit, mais peut-être qu'on ce sirop Tesser, on voulait l'apporter à notre mère pour être gentil avec elle parce qu'on sentait qu'elle était fatiguée. Bon. Et du coup, on se dit, à l'intérieur de nous, c'est totalement inconscient. Quand je cherche à faire plaisir aux autres, quand je me rends utile, je m'attrape une baffe. Mon père trouve que je suis nulle. Et notre père, il nous a trouvés nuls, peut-être parce que tout simplement, ce jour-là, il était fatigué et bon, peu importe. Mais depuis, on appuie sur la pédale de frein et on crée un autoblocage. Donc là, je propose en fait de faire le protocole 9, qui est un protocole de consolation, qui consiste à revisiter le passé en choisissant l'événement le plus ancien qui soit, celui où on était le plus petite qui soit, petit, et de le revisiter grâce à nos neurones miroirs. C'est un phénomène qui a été mis en évidence par le chercheur Giacomo Rizzolatti, un médecin qui travaille à l'université de Parme, et qui a montré que notre cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose de vécu et quelque chose d'imaginé comme étant réel. Je donne toujours le même exemple. Imaginons que j'ai une boule d'aluminium dans ma main, je vous la donne, je vous dis d'ouvrir la bouche, de placer cette boule d'aluminium entre vos dents et de serrer fort les dents. Est-ce qu'on a envie de serrer fort les dents? Pas vraiment. Il y a une gêne, il y a quelque chose, j'ai pas envie. Bon, est-ce que la boule d'aluminium y est? Non. On n'a fait que l'imaginer. Donc ça prouve bien que notre cerveau ne voit pas la différence entre une situation vécue et quelque chose imaginé comme étant réel. Donc, en réembellissant notre passé, cet événement douloureux où on s'est senti coupable, en le réinventant totalement, notre père qui se met à genoux en disant « Mon Dieu, je t'ai mis une baffe, mais j'aurais tellement pas dû, mais si j'avais su, t'as tellement de valeur, mais je te demande de m'excuser, etc. » Mais vraiment, il faut l'imaginer comme étant réel. Même si c'est impossible que notre père il se mette à genoux parce que peut-être même il est mort. Tout est possible, on imagine. Ce protocole de consolation, il permet de guérir notre passé. Et ensuite, on va aller chercher dans notre famille le côté transgénérationnel. Est-ce que quelqu'un dans ma famille a eu honte parce qu'elle n'avait pas de diplôme? Protocole avec elle ou lui. Est-ce que quelqu'un dans ma famille aurait tellement voulu reprendre, être par exemple peintre ou aviateur et a dû reprendre l'entreprise familiale? Il n'a pas fait le métier dont il rêvait et nous, on ne se sent pas capable d'y aller. Peut-être que notre père ou un grand-père s'est battu pour reprendre l'entreprise familiale alors qu'il savait très bien au fond de lui que c'est son frère cadet qui aurait été meilleur. Et d'ailleurs, peut-être que l'entreprise allait tomber en faillite et qui s'est senti coupable d'avoir fait ce choix. Protocole avec lui en disant ta culpabilité, c'est pas la mienne, je m'en libère comme je t'en libère. Et il arrive parfois dans les familles que des personnes soient issues d'un mariage, issues d'une relation non légitime. Bon. Donc, l'enfant à naître n'a pas été reconnu par son père ou par sa mère. Ça peut remonter aux grands-parents, aux arrière-grands-parents. Il n'a pas trouvé sa place au niveau de la société, il ne porte pas le même prénom, le même nom de famille que son père. Et 2, il n'a pas eu la reconnaissance de la filiation. Eh bien, typiquement, on se dit, moi, je me sens pas reconnue dans mon métier, je me sens le syndrome de l'imposteur. Oui, s'il y a eu un enfant illégitime dans la famille, c'est sûr. Autre cas, imaginons, je parlais tout à l'heure des fausses couches ou des interruptions de grossesse. Ça a un poids majeur sur la vie de tout le monde. C'est-à-dire que ces âmes qui se sont incarnées de manière très courte, eh bien, elles n'ont jamais eu leur place. Généralement, elles n'ont même pas eu de prénom. Et comment on fait pour avoir notre place, nous, dans notre boulot, notre légitimité, notre lumière, si notre mère ou notre grand-mère
a fait une interruption de grossesse ou une fausse couche, parfois elle s'en est même pas rendue compte, elle a eu des saignements, ou perdu un jeune enfant, où finalement ces âmes n'ont jamais eu leur place, elles n'ont jamais existé, et on n'en parle jamais dans la famille à cause de la tristesse, à cause de la culpabilité là aussi, à cause, voilà, donc là c'est le protocole 7+, avec ces âmes dans lequel on va dire aux âmes qui se sont incarnées de manière si courte, je donne ce prénom, on continue comme ça, et puis après on continue à lire les phrases, parce qu'on commence par leur donner un prénom, et le fait de leur donner une place, ne serait-ce qu'une fois, suffit pour que nous on trouve notre place. Et voilà, donc ça c'est très important. Imaginons aussi que dans notre famille, quelqu'un avait un métier formidable et que le jour où il se met en lumière vis-à-vis de l'ensemble de la famille, il arrive un drame. Imaginons, je me souviens d'un homme qui me raconte que son père part à la guerre. Je me demande si c'était pas une guerre Vietnam, ce genre de choses. Bon, et il s'entend pas du tout avec son père. Quand il revient, son père lui dit « Ta mère était tellement triste que tu sois parti qu'elle est morte. » Énorme culpabilité, alors que la mère n'est pas du tout morte à cause de ça. Bon, eh bien, il y a quelque chose chez cet homme qui fait que si je fais le métier de mes rêves, un drame majeur, la mort de la mère, arrive. Et donc, à l'intérieur de nous, eh bien, on va finalement associer ce côté, si je me lance dans une profession nouvelle, si je m'épanouis pleinement, il y a un drame qui va arriver. C'est totalement inconscient, mais on appuie sur la pédale de frein. Et on ne sait pas pourquoi. Et on se dit, on se trouve nul. Autre cas, tout à l'heure, à l'instant, je parlais de ces âmes, des fausses couches, des interruptions de grossesse et des morts de jeunes enfants. Eh bien, pour les mamans ou même les papas qui vivent ça, il y a 2 mots qui sont associés, qui ne vont pas ensemble, et qui sont la naissance et la mort. Naissance et mort sont associés. Ça ne va pas ensemble. Ça n'a pas de sens. Et peut-être que nous, on ne trouve pas de sens à la vie. Peut-être que nos enfants ne trouvent pas de sens à la vie. Il y a beaucoup de personnes autour de moi qui me disent « Moi, mes enfants, 15-16 ans, ou même 12-13 ans, ne savent pas ce qu'ils veulent faire. C'est un non-sens absolu. » Eh bien, il suffit, nous, parents, de faire le protocole 6+, avec toutes les personnes de notre famille qui ont vécu cette association de ces mots naissance et mort, cette perte de sens, qui marche aussi si jamais il y a eu un suicide, par exemple, dans la famille. Il n'y a plus de sens, la vie n'a plus de sens, je me suicide. Et moi, je ne trouve pas de sens à ma vie. Voilà, et donc c'est pour ça que dans Trouver ma place, je commence le livre avec un bilan émotionnel sur ce qu'on a envie de développer et d'aller les domaines où on voudrait que ça soit formidable, et ensuite de chercher les épreuves dans notre famille. Je liste et je fais des choix et je fais des propositions pour essayer de comprendre justement dans toutes les situations que l'on vit le lien entre ce que l'on vit et ce que notre famille a vécu. Et donc, je liste vraiment dans le livre, voilà, les liens entre les épreuves de notre famille et ce qu'on a vécu nous. Et justement, moi, on parlait aussi des parents, et aujourd'hui, c'est nous qui avons un vrai rôle à jouer pour nos enfants. Et c'est un thème, moi, qui me touche particulièrement en tant que maman. Qu'est-ce que aujourd'hui, si c'est possible, on pourrait mettre en place pour que les enfants, finalement, dès le plus jeune âge, pour éviter, en fait, de transmettre ces douleurs conscientes, inconscientes, héritées du passé, même de personnes qui ne sont pas connues, pour éviter de les transmettre à nos enfants, qui vont être tout de suite récepteurs de ça. Imaginons un drame qui s'est passé il y a 50 ans, répercuté sur une petite fille d'aujourd'hui. Alors, ce n'est pas, ce n'est pas parce que il s'est passé quelque chose il y a 50 ans, 100 ans ou 120 ans que ça va nous arriver ou à nos enfants. Déjà, première chose, on s'enlève cette croyance limitante.
Voilà. Ça peut comme ça peut pas. Ensuite, il ne faut pas oublier, alors c'est toujours ma conception, que l'enfant s'est incarné pour lui aussi tenter de guérir certaines de ses blessures. Donc, quoi qu'on fasse, on ne va pas tout enlever. Moi, dans mes ateliers, quand je commence, je leur dis de quoi vous êtes fiers. On fait un petit tour de table. Et les personnes, très souvent, me disent « Je suis fière d'en être là après tout ce que j'ai vécu. » Et je leur dis souvent « Vous voudriez enlever cette fierté à vos enfants, d'en être là après ce qu'ils ont vécu ?» Donc, on comprend, moi aussi, je suis maman, qu'on a envie que nos enfants aillent bien et essayer de les libérer d'un maximum de choses. Donc, il y a des choses possibles. Tout va bien, mais de toute manière, on n'enlèvera pas tout parce qu'eux aussi ont leur mission d'âme. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour se libérer de fardeau ? Eh bien, on fait les choses pour nous. Nos enfants nous ont choisis parce qu'on a un certain nombre de blessures. Si on s'attache à nos blessures, c'est-à-dire si on porte un regard sur nos blessures et qu'on cherche les moyens de s'en libérer, on va considérablement aider nos enfants. Par ailleurs, le protocole 6 ou le protocole 6+, et donc ce reset énergétique suite à un vol d'énergie, ce recouvrement d'âme, eh bien, on va, chaque fois qu'on va le faire, on prononce la phrase à l'intérieur « Si malgré moi, j'ai pris de l'énergie à mes enfants, on donne leur prénom, je la leur rends tandis que je récupère celle que Alfred m'a volée par exemple. » Voilà. Donc, systématiquement, chaque fois que l'on va faire un reset énergétique, un protocole 6 ou 6+, eh bien, on va redonner l'énergie qu'on a prise à nos enfants malgré nous, parce qu'on est fatigué, etc., parce qu'on ne s'est même pas rendu compte. Et moi, je ne vous cache pas, Laura, que parfois, quand je sens si les enfants ne vont pas bien, eh bien, je me dis, tiens, quel protocole 6+ ou 6 je pourrais faire pour leur permettre de leur rendre l'énergie que je leur ai prise. Je le travaille même dans ce sens, puisque plus je vais faire ce protocole, plus c'est comme si je faisais un soin. Bon, sachant qu'il faut attendre, on peut faire une série de protocoles 6 ou 6+, ou 5, mais une même journée, mais qu'il faut attendre 15 jours avant de le refaire pour laisser le temps que ça infuse en nous, d'accord ? Parce que sinon c'est trop, c'est comme si on mangeait beaucoup d'énergie, au bout d'un moment, c'est trop. Donc il faut laisser le temps que ça infuse à l'intérieur de notre corps. Et ensuite, imaginons que, pour vous parler de ce drame, imaginons un drame il y a 50 ans. Eh bien, on va faire tout simplement le protocole avec toutes les personnes qui ont souffert de ce drame. Tout simplement en disant, tu as vécu ce drame, et donc imaginons une mort, bon, et tu t'es senti impuissant, ou tu t'es senti coupable, tu as vécu ça comme une terrible injustice, ou bien c'était d'une violence extrême. Et moi, dans ma vie, il faut ramener à soi, et moi, dans ma vie, je vis de l'injustice dans mon travail, je vis de la violence avec mes frères et sœurs, je dis n'importe quoi. Je vis de... voilà, on cherche, on dit le lien qu'il y a entre cet événement et notre vie. Ce que tu as vécu n'est pas mon épreuve. Je m'en libère comme je t'en libère. Basta! Terminé. Ça marche aussi dans le cas de maladie. Il y a un exemple plusieurs exemples que je vais donner par rapport aux enfants que je trouve qui expliquent bien les choses. Un homme a son jeune ado, 17-18 ans, qui a mal à l'estomac. L'estomac, ce sont des colères non exprimées. Il réalise que lui aussi, à 17-18 ans, il avait des douleurs à l'estomac. Il va voir son fils, il frappe à la porte, il lui dit « J'ai à te parler. Rends-moi ma colère. » Le gamin le regarde, il dit « Papa, t'es dingue ou quoi ?» Et il dit « Non, mais je t'explique le truc, c'est que tu as mal à l'estomac. En médecine chinoise, cela signifie des colères non exprimées. Figure-toi que moi aussi, et tu ne le savais pas, à 18 ans, j'avais aussi mal à l'estomac. Et cette colère non exprimée, tu l'as héritée de moi, qui en est moi-même hérité de grand-papa, donc le grand-père, qui a vécu des attouchements par le biais d'un prêtre, et qui n'a jamais pu l'exprimer, colère non exprimée. Cette colère ne t'appartient pas. Le gamin s'est levé, jeune homme, il a serré son père fort dans les bras,
il n'a plus jamais eu mal. Le père a fait un protocole avec son propre père en lui disant « Papa, tu as été attouché par les prêtres, tu n'as jamais pu l'exprimer parce que tes parents n'ont pas voulu. Cette épreuve-là, ce n'est pas la mienne, je m'en libère comme je t'en libère. » Pour les tout petits enfants, c'est extraordinaire. Je me souviens d'une de mes amies, grand-mère, jeune grand-mère, et elle a, donc sa fille aînée, a un petit qui a quelques mois, qui régurgite. Il régurgite. Le fameux RGO. Voilà. Ça s'appelle une sténose du pylore. Bon. Et elle m'appelle dans la voiture, et elle me dit, on est très inquiet parce que on a peur de la déshydratation, peut-être qu'il va mourir, on a peur. Bon, j'entends le mot peur. Et elles arrivent à l'hôpital, je parle à mon amie et je lui dis, est-ce que ta fille, est-ce que tu as eu peur de perdre ta fille? Elle me dit, oh là là, tu peux pas imaginer, entre 0 et 3 ans, on a passé 3 ans tout le temps à l'hôpital, etc. Et toi? Elle me dit, ma mère, c'est pareil. J'ai passé mes 3 premières années à l'hôpital, toujours des catastrophes, l'horreur, elle a eu peur de me perdre. Et encore avant, elle me dit, ma grand-mère a perdu une fille à l'âge de 3 ans. Et je lui dis, passe-moi ta fille au téléphone. Je lui dis, Hélène, vous allez dire à votre enfant, tu régurgites parce que tu as peur. Il avait 2 mois, le gamin. Ces peurs ne sont pas les tiennes. Elles appartiennent à ton arrière-grand-mère qui a perdu une fille et qui a eu peur ensuite de perdre ses autres enfants. Et toutes les autres mères derrière, dans la lignée, qui ont eu peur de perdre un enfant. Ce ne sont pas tes peurs. Qu'est-ce qui s'est passé? 2 heures après, elles étaient reparties de l'hôpital. Tout allait bien, il avait accepté le biberon, il n'a plus jamais régurgité. Donc, simplement en faisant le lien, nos enfants sont des miroirs. Récemment, en faisant le lien entre ce que vit notre enfant et ce que nous on a vécu ou ce qui s'est passé avant, eh bien, on dénoue des situations. Un monsieur me dit récemment, ma fille a la phobie, elle ne peut pas dormir seule. Bon, j'entends phobie, double peur. Ça, je l'explique dans Trouver ma place. Une phobie, c'est une peur de chaque côté des lignées. Je lui dis à ce monsieur, cherchez qui dans votre famille a eu des peurs majeures. Elle me dit, moi c'est facile. Elle me dit, ma mère, elle avait une peur monstrueuse. Chaque fois quand il y avait les Allemands, elle entendait les pas marcher dans la rue et elle se cachait, elle grelottait de peur dans son lit. Et elle fermait à clé. Il me dit, oh là là, je réalise une chose, c'est que ma fille demande, même quand elle est dans notre lit, de fermer la porte à clé. Il réalise qu'elle fait la même chose que la grand-mère, qui lui a jamais raconté ça. Je dis, et de le côté de votre femme, puisque quand un enfant vit une phobie, c'est des 2 côtés, il me dit, je sais pas, mais je vais me renseigner, mais en tout cas, elle est autrichienne, et il est probable qu'elle ait vécu des choses de cet ordre. Voilà. Et donc, en se posant ces questions-là, eh bien, ça permet de se libérer. Et de libérer nos enfants par la même occasion. Vous évoquez 22 protocoles dans votre livre. Concrètement, si moi demain je veux les faire ou si quelqu'un d'autre veut les faire, est-ce qu'il doit le faire seul, accompagné avec ses enfants et dans quel ordre? Dans quel ordre? C'est très indiqué d'en trouver ma place, puisque là, je prends vraiment les gens par la main en leur disant, si vous avez tel problème d'argent, de professionnel dans le couple, commencez par nettoyer votre chez vous, énergétiquement, je parle bien sûr sur le plan énergétique toujours, faites ceci, faites tel protocole, où je guide vraiment. Pour ceux qui ont juste la clé de votre énergie, lisez le livre en entier, voyez le chemin à parcourir. En fait, ce que je dis souvent, c'est que la clé de votre énergie permet d'ouvrir une porte sur une autre manière de considérer notre énergie, notre vie, nos épreuves, comprendre les liens transgénérationnels, les pertes d'énergie suite à une épreuve. Et avec Trouver ma place, c'est vraiment une mise en pratique, puisque là, il est beaucoup plus guidant. Mais en tout cas, tous les protocoles de 1 à 22 peuvent se faire tous les jours, quand on veut, par n'importe qui, sauf les protocoles 5 et 6 et 6+, qui sont ces resets énergétiques, qui là sont des protocoles structurels majeurs et qu'on ne peut faire qu'une fois tous les 15 jours. On peut faire
une séance, par exemple, imaginons un samedi matin, on va faire 3, 4 protocoles, le protocole 5 et puis plusieurs protocoles 6 avec plusieurs personnes, ou 6 plus, puis on arrête avant d'être fatigué, puis ensuite on attend 15 jours avant de refaire. Tous les autres, on peut les faire plusieurs fois par jour quand on veut, et je dirais que, par exemple, il y a un protocole autour de la maladie, le protocole 4, qui permet d'enlever des choses sur le plan de la maladie, eh bien, celui-là, il est même recommandé de le faire plusieurs fois par jour, tous les jours. Donc, mais une personne qui n'est pas malade peut-être ne fera jamais le protocole 4. Le protocole 19 qui est pour enlever les brûlures, tant qu'on ne se brûle pas, on ne le fait jamais. Mais j'ai les personnes cet été, il y a un monsieur qui m'a dit ma fille s'est fait piquer par une guêpe au bord de la piscine, j'avais votre livre sous la main, j'ai fait le protocole pour enlever la brûlure, et elle s'arrêtait instantanément, elle a 6 ans, un enfant ne ment pas. Bon, honnêtement, j'aurais jamais pensé avec une guêpe faire ce protocole pour enlever les brûlures. Ça marche. Bon, voilà. Donc, il y a des choses comme ça. Le protocole 22, c'est pour se relier à un défunt. Si on n'a pas de défunt dans notre famille, on ne le fera jamais. Voilà. Le protocole 9 de consolation, peut-être que certaines personnes ont vécu des choses, d'autres pas. Ça va être en fonction du vécu de chacun. On a parlé un peu du travail, on a parlé aussi des enfants. Vous, aujourd'hui, quelles sont les problématiques et les difficultés de place que vous retrouvez le plus ? La place dans la société. Les personnes sont en colère parce qu'elles ne se sentent pas respectées, elles se sentent contraintes. Et ça, eh bien, si toutes ces personnes cherchaient dans leur famille qui a été sous contrainte et qui a été en colère d'être sous contrainte, il y en a tellement. Est-ce que notre mère a été sous contrainte ? Oh oui, peut-être de son père autoritaire ou peut-être de son mari un peu violent. Notre père a été sous contrainte ? Oh oui, par ses supérieurs hiérarchiques ou par son frère ou le grand-père, les grands-parents qui ont connu la guerre sous contrainte ? Bien sûr. La grand-mère qui a élevé du coup les enfants toute seule sous contrainte ? Bien sûr. Donc, si on fait un protocole avec chacune de ces personnes en disant « tu as connu la contrainte » et moi, je suis en colère de cette société qui me contraint, eh bien, on va voir les choses différemment. J'ai vu littéralement, Laura, des personnes se transformer physiquement, se redresser, se mettre à sourire et se dire « oui, bon, après tout, le monde nous demande de nous adapter. Ma place dans la société, c'est à moi de changer, c'est à moi d'évoluer, c'est à moi de m'adapter. » Voir les personnes radicalement changer de position. Peut-être que les personnes qui nous écoutent se disent « non mais moi c'est hors de ma portée. Je ne peux pas envisager ça. » Eh bien, je vous invite vraiment à essayer, à faire ne serait-ce qu'un petit protocole avec la personne qui a été le plus sous contrainte dans votre famille. Juste ça. Et vous verrez combien ça change. Voilà, ça c'est quelque chose qui est, on va dire, qui touche beaucoup de personnes. Les personnes qui se sont dans la colère. Et ça, dans Trouver ma place, c'est le gros dernier chapitre. Il y a une centaine de pages rien que là-dessus, autour des colères, autour des contraintes, autour de l'impuissance, autour des peurs. Voilà, comment être heureux, comment trouver ma place dans la société. C'est vraiment quelque chose qui est majeur. Après, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes au niveau de l'argent. J'ai une dernière question avant de passer aux petites questions que je pose toujours en fin d'interview. Est-ce que quelque part, une partie de nous peut bloquer un changement de place ? Bien sûr, par rapport à la culpabilité, c'est ce que je disais, tout à fait. Il y a des fois, on se dit, mais moi je comprends pas, j'ai aucune culpabilité. Ou bien, imaginons quelqu'un qui dans la fratrie a été plus aimé ou plus regardé qu'un autre. Bon, il sait que notre enfant, il s'est bien évidemment rendu compte, cette personne s'est rendu compte que l'autre enfant, le frère ou la sœur, recevait moins d'amour ou moins d'attention. Bon. Et donc finalement, continuer à se mettre en lumière, à être à l'honneur, ce serait continuer à briller plus que notre frère ou notre sœur. Et on est triste de ça, on n'a pas envie. Ce qu'on a juste oublié, c'est que c'est son âme qui est décidée de venir à cette place, dans la fratrie, pour résoudre un certain nombre de blessures
et notamment peut-être l'injustice d'être moins regardé, moins aimé. Donc, en faisant le protocole de consolation, le protocole 9, sur notre enfance, où on a reçu plus, où on s'est senti coupable, eh bien, il y a cet autoblocage. En fait, les autoblocages, ils peuvent venir soit de la culpabilité, soit des peurs. Et il y a aussi un protocole, le protocole 12, autour des peurs. Comment regarder sa peur, comment parler à sa peur pour l'évacuer. Et surtout, on va aller chercher dans notre famille qui a eu peur. Voilà. Si on a le sentiment qu'on appuie sur la pédale de frein, on cherche la culpabilité et les peurs. Ou les personnes qui se sont mises en avant et qui n'ont pas, été mises à l'honneur. Je vais même regarder ma petite fiche parce que, voilà, culpabilité cachée, ceux qui n'ont pas eu la vie rêvée, les croyances limitantes autour de quand j'agis dans mon intérêt, un drame survient, on en a parlé. Et ceux également qui se sont sentis prisonniers d'une situation professionnelle ou familiale. Imaginons une personne qui a été obligée de se marier parce que l'autre était enceinte, ils ont été contraints dans leur liberté, voilà. Ou ceux qui ont, par exemple, imaginons que dans notre famille, il y a quelqu'un qui a été gravement malade, une maladie auto-immune ou une folie ou quelque chose, quelqu'un qui s'est senti prisonnier, enfermé dans sa maladie, folie ou santé, eh bien, il y a quelque chose de la non-expression de leur être. Et nous, on n'arrive pas à exprimer l'entièreté de notre être. Vous, après tous ces protocoles que vous avez faits d'abord pour vous, qu'avez-vous constaté ? Quelle est votre prise de recul par rapport à tout cela, même avant de le proposer aux autres ? Ma vie a littéralement changé. Je ne me vois pas proposer quelque chose sur lequel je ne serais pas convaincue à 100%. Et qui a marché pour des milliers de personnes, puisque les 2 livres sont des best-sellers. Et donc, moi, je continue à les faire, ces protocoles, constamment. C'est-à-dire que dès qu'il y a un petit quelque chose, par exemple, je reçois un mail que je vis peut-être comme de la colère, de l'injustice ou de l'impuissance. Hop, direct, je cherche dans ma famille, je prends papier, et je me dis, mon père a vécu de la colère, de l'injustice, de l'impuissance. Ah bah oui, par rapport à ça, ok. Je vais faire un protocole 6+ avec lui. Ma mère a vécu de la colère, non. De l'injustice, ah oui. De l'impuissance, ah bah oui. Et sa belle famille, ok. Je vais faire un protocole 6+ avec elle. Mon grand-père, est-ce qu'il a connu de la colère ? Oh là oui. Et il a été obligé de partir à la guerre et de faire telle chose. Donc, en plus de beaucoup d'injustice et d'impuissance, puisqu'il a été dénoncé par quelqu'un qui était jaloux, et il a fallu qu'il se justifie. Il a perdu son travail avant de le récupérer. Donc voilà. Et moi aussi, j'ai vécu ce genre de choses. Hop, protocole 7 avec mon grand-père. Et je continue comme ça la liste. Et il y a des fois, j'anticipe même. C'est-à-dire que j'ai un rendez-vous important, je me dis, j'ai surtout pas envie de faire vivre l'injustice, hop, je vais refaire une série de protocoles sur l'injustice avec l'ensemble des personnes qui en ont vécu. Donc j'arrête pas. Et si jamais je me sens un peu fatiguée, etc., je me dis, bon, j'ai dû perdre de l'énergie, qui est-ce qui a pu me prendre de l'énergie ? Eh ben, je refais un petit protocole 5, recouvrement d'âme suite à une épreuve, et puis je vais faire le protocole 6 avec toutes les personnes qui ont pu me déstabiliser. Il y a beaucoup de gens, vous inquiétez pas, il reste 3 questions, les 3 petites questions de fin et une autre. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, alors heureusement on est dans une société qui évolue quand même en permanence et beaucoup plus de gens acceptent de se connecter à une part d'invisible, aux énergies et tout ça, à tout ce qu'on appelle le développement personnel. Enfin voilà, il y a pas mal de termes. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux personnes qui n'y croient pas encore, qui ne croient pas du tout à cette part invisible, qui ne croient pas qu'ils peuvent se faire du bien et qui sont vraiment dans la rationalité extrême ? Je leur dis, on n'a pas besoin d'y croire pour que ça marche. J'étais la première dubitative au moment où je les mets en pratique. Et je me dis même, il faut vraiment être naïf pour imaginer que ça va marcher simplement en disant des mots à haute voix. Mais il faut être débile. Mais je n'y crois pas. Et donc, essayez, qu'est-ce que vous avez à perdre ? Un peu de temps.
Mais finalement, qu'est-ce que ce sont ces protocoles ? Ces protocoles, ce sont des mots, donc de l'information, dit avec une certaine intention, une certaine énergie. Information, énergie, c'est ce qui me remplit à 99,99% et c'est pour ça que ça marche. Donc, j'ai fait des films sur l'autisme, 2 films sur le réchauffement climatique, sur les perturbateurs endocriniens, sur la maladie catarrhale du mouton. Je suis scientifique. La science me rassure. Les deux ne sont pas incompatibles. Voilà. L'époque nous demande de changer, d'ouvrir, de nous adapter. N'attendons pas la pire des épreuves ou une succession d'épreuves pour prendre conscience qu'il existe des outils qui peuvent considérablement aider notre quotidien à trouver notre place et notre juste place pour être heureux. Merci beaucoup Natacha. Je vais finir par des petites questions. L'idée c'est d'y répondre assez rapidement. Une citation que vous aimez beaucoup et que vous voudriez nous partager. Une que j'ai appris récemment, la lucidité est la blessure la plus proche du soleil. C'est de René Char. Ça veut dire que ouvrir les yeux sur nos blessures, finalement, ça fait mal, mais c'est ce qui permet le soleil, donc la sérénité et le bonheur. Vos livres préférés, hormis les vôtres? Je suis fan absolue de Romain Gary, donc Les racines du ciel, La vie devant soi. C'est un auteur culte pour moi. Après, je lis énormément. J'aime beaucoup les polars aussi, j'en ai écrit. Mais voilà, les grands auteurs et Alexandre Dumas, voilà. Et Romain Gary ont quelque chose de spécial dans mon cœur. Une leçon que vous auriez apprise, intégrée et qui pourrait servir à nos auditeurs. Dans chaque épreuve se cache un cadeau. Se cache une opportunité de pousser autrement et de s'épanouir autrement, en réparant nos blessures. De tout ce que vous avez appris, si vous n'aviez à retenir qu'une chose? Tout est toujours possible. Et ma dernière question, que vous évoque maximiser le potentiel de sa vie? Maximiser le potentiel de sa vie, c'est ouvrir les yeux sur nos failles, pour les refermer. Merci beaucoup. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview. On aurait pu faire un spot où on vous aurait dit « Entreprendre, ça nous fait pas peur ». Ou encore « Se lancer dans l'immobilier sans rien y connaître, tout le monde peut le faire ». Mais chez IAD, on préfère simplement vous dire qu'on vous accompagnera dans toutes les étapes de votre nouvelle vie d'entrepreneur en immobilier. 15 000 personnes ont déjà sauté le pas en devenant conseiller immobilier indépendant chez IAD. Pourquoi pas vous ? Rendez-vous sur join-iad.com. IAD, ça fait du bien à l'immobilier.